Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les États-Unis ont lancé une opération militaire d'ampleur contre l'Iran, baptisée Fureur épique, le samedi 28 février, aux côtés d'Israël, l'ennemi juré du régime iranien au Moyen-Orient. La capitale Téhéran, mais aussi des infrastructures stratégiques de défense iraniennes dans l'ouest et le centre du pays ont été bombardées. L'objectif, affaiblir considérablement l'appareil politique et militaire du régime. Ali Khamenei, le tout-puissant chef spirituel et garant des institutions, est mort dans ses frappes. Il dirigeait l'Iran d'une main de fer depuis 36 ans. Aujourd'hui dans Code Source, on prend le temps de s'arrêter sur cette nouvelle guerre au Moyen-Orient qui a des répercussions dans toute la région du Golfe. Pourquoi Donald Trump a-t-il décidé de passer à l'action ? Que reste-t-il du régime des Mollahs après la mort de son leader ? Combien de temps ces opérations peuvent-elles durer ? On fait le point avec Charles de Saint-Sauveur, chef du service international du Parisien, et Vincent Piala, correspondant du Parisien aux États-Unis. Il est en ligne avec nous depuis New York. Charles de Saint-Sauveur, qui était Ali Khamenei, le guide suprême iranien mort samedi 28 février, et quelle était l'étendue de son pouvoir ? Il est le deuxième guide suprême, le deuxième ayatollah chef à la fois spirituel et politique de l'Iran des Mollahs. Il succède à l'ayatollah Khomeini, qui est le père fondateur de la République islamique, en 1989, donc à sa mort. Et ça faisait donc, depuis cette date, depuis 36 ans ou 37 ans, qu'il était le chef incontesté, le guide suprême donc de l'Iran. Ça veut dire qu'en fait, il cumulait tous les pouvoirs judiciaires, politiques, militaires. C'est vers lui que convergent à peu près toutes les grandes orientations. C'est lui qui les fixe. Son pouvoir était absolu. Les Iraniens l'appellent le président poète. Ali Khamenei affectionne autant les poésies persanes que les versets du Coran. Né en 1939 à Meshed, il a comme guide religieux l'imam Khomeini en personne. Leur route sera commune, la prison sous le règne du Shah, le fanatisme dans l'instauration d'une république islamique pure et dure. Ce qu'on a du mal à imaginer, c'est quand on regarde le pédigré d'Ali Khamenei, c'est que c'est un amoureux de poésie, comme le sont beaucoup d'Iraniens, mais lui, un spécialiste, il a fait des études littéraires. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas ce qui apparaît sur son palmarès politique. Pendant son mandat, depuis 1989, la situation n'a cessé de se détériorer en Iran et lui-même n'a cessé d'être de plus en plus intransigeant. Il s'est montré de plus en plus brutal et sanguinaire dans sa répression. Plus les années ont passé et plus la population iranienne a demandé la tête d'Ali Khamenei. Oui, tout le monde en Iran a bien compris que tous les pouvoirs convergeaient vers lui, qu'il était le responsable des grandes orientations du pays et donc de la pauvreté accrue, de la corruption, mais aussi effectivement de l'intransigeance et de la brutalité qui n'ont cessé d'augmenter avec les années. Et dans les dernières manifestations, notamment en 2022 avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté et plus récemment avec la révolte du mois de décembre-janvier, des slogans vindicatifs qui demandaient tout simplement la mort du dictateur, abat le tyran, abat Khamenei, mort au dictateur. Voilà, c'est ce qu'on entendait dans les manifestations. Vous allez nous raconter comment il a été éliminé et les questions que pose sa disparition. On avait déjà raconté, Charles de Saint-Sauveur, dans un épisode de Code Source en juin 2025, le conflit qui oppose Israël et l'Iran au Moyen-Orient depuis des décennies. Ces deux pays ont chacun des atouts et des faiblesses. Quel est le rapport de force entre ces deux puissances sur le plan économique et militaire ? Bon, déjà, quand on regarde la carte, effectivement, il y a juste une énorme différence. C'est qu'on a un pays immense, l'Iran, avec près de 90 millions d'habitants, et de l'autre côté, Israël, donc minuscule territoire sans profondeur stratégique, avec seulement 10 millions d'habitants. Et pourtant, en termes d'économie, effectivement, il n'y a pas photo. L'Iran est une économie rentière qui est basée sur ses exportations de pétrole, qui produit assez peu de richesses, qui s'est appauvrie avec les années, notamment sous l'empire des Mollahs, alors qu'Israël est une économie très, très dynamique, qui certes a marqué le pas depuis le 7 octobre, mais qui, effectivement, est une économie florissante, tournée vers le monde moderne. Et en matière militaire, là encore, effectivement, l'Iran, c'est une puissance militaire significative, très importante dans la région, mais sans commune mesure avec Israël, qui en plus bénéficie de l'aide américaine. On verra par la suite qu'effectivement, entre les deux puissances militaires, il y a pas photo.
Pour Israël, il y a un avant et un après la date du 7 octobre 2023. Ce jour-là, je le rappelle, des hommes armés du Hamas attaquent et massacrent près de 1200 civils. Plus de 200 Israéliens sont capturés et retenus en otage dans la bande de Gaza. Le Hamas est soutenu par le pouvoir iranien qui lui fournit une aide financière et militaire. À partir de là, il devient donc vital pour Israël de renverser le régime des mollahs. Il faut quand même rappeler qu'en 2018, Khamenei avait qualifié Israël de tumeur maligne qu'il fallait extirper. Quelques années plus tôt, il avait remis en cause l'extermination des Juifs sous le nazisme. Donc voilà, on a quand même quelqu'un qui est effectivement très très hostile à Israël, comme l'est le régime iranien depuis ses débuts. Mais avec Khamenei, effectivement, il y a une espèce de lutte à mort qui s'est façonnée avec en face quelqu'un qui est au pouvoir depuis très longtemps, Netanyahou, qui est quasiment aux commandes depuis 1996, qui a fait de la lutte contre l'Iran et contre Khamenei une sorte d'obsession. Il a fini par avoir sa peau. Il faut savoir que pour Israël, l'Iran, c'est une menace existentielle. Israël est appelé Petit Satan par l'Iran. Au fond, si l'Iran avait la capacité de détruire Israël, qui, comme je le rappelais, est un tout petit pays, voilà, c'est un risque évidemment qu'Israël ne veut pas prendre. Et donc, toute occasion de châtier l'Iran est bonne à prendre. Dans les mois qui suivent le 7 octobre, en 2024 et jusqu'à début 2025, l'axe de résistance formé par l'Iran avec des milices armées présentes au Moyen-Orient subit de sérieux revers. Racontez-nous ça. On est dans une dimension loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, de revanche, vengeance même après l'humiliation subie le 7 octobre. Israël est attaqué sur son territoire, c'était jamais arrivé. Ce qui se passe en plus, c'est que à cette revanche se rajoute une dimension géopolitique qui est comment refaçonner le Moyen-Orient en essayant d'affaiblir le plus possible l'Iran, donc qui est l'ennemi juré. Et c'est ce à quoi s'emploie Israël depuis le 7 octobre, c'est-à-dire abattre tous les alliés de l'Iran dans la région, ce qu'on appelle les fameux proxys, et puis jusqu'à atteindre la tête de la pieuvre, comme il l'appelle, la tête de la pieuvre elle-même, c'est-à-dire Téhéran. Donc voilà, peu à peu, Israël a réussi à affaiblir le régime, ses alliés, et à redéfinir en quelque sorte les lignes au Moyen-Orient. Du côté des États-Unis, l'obsession des présidents qui se sont succédés à la Maison-Blanche, c'est d'empêcher l'Iran de se doter d'un arsenal nucléaire et de missiles balistiques de longue portée qui pourraient permettre au régime de frapper un pays occidental. Un accord sur le nucléaire iranien avait été conclu en 2015. L'Iran s'était engagé à limiter sa production d'uranium enrichi avec des contrôles réguliers. En échange, l'Union européenne, la Chine, la Russie et les États-Unis s'engageaient à lever une bonne partie de leurs sanctions économiques sur l'Iran. C'est un accord historique qui a été conclu entre l'Iran et les puissances occidentales. En 2018, pendant son premier mandat de président, Donald Trump avait quitté cet accord sur le nucléaire iranien et il avait rétabli des sanctions économiques lourdes. Par conséquent, j'annonce ce soir que les États-Unis vont se retirer de l'accord nucléaire iranien. Sanctions qui sont restées en vigueur par la suite. Vincent Pialat, de retour au pouvoir en 2025, Donald Trump veut de nouveau négocier avec l'Iran pour limiter son programme nucléaire. Oui, l'objectif, il est le même en fait que quelques années plus tôt. Il veut empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et de développer des missiles qui seraient capables d'atteindre des bases américaines. On se souvient qu'il avait quitté cet accord-là quelques années plus tôt. Il estimait que l'accord était mal ficelé, qu'il était mauvais pour les États-Unis, qu'il était insuffisant et qu'il n'était pas respecté, ce dont beaucoup d'observateurs doutent. Mais en tout cas, voilà, quand il revient au pouvoir en 2025, il envoie une lettre à l'ayatollah Khamenei pour proposer de nouvelles discussions, en lui mettant un peu la pression. C'est une lettre assez dure, où il lui indique que en cas d'échec des négociations, il pourrait passer à une option plus féroce et axée sur la force. Plus récemment, dans la nuit du 12 au 13 juin 2025, Israël lance une série de frappes sur l'Iran, sur des sites militaires et nucléaires. L'Iran riposte, mais avec une capacité de nuisance moindre. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre des 12 jours. Les États-Unis s'invitent dans cette courte guerre en bombardant des sites nucléaires iraniens. Quel est le bilan de cette guerre des 12 jours ?
il y a effectivement beaucoup de destruction de sites balistiques, de sites nucléaires, de bâtiments des gardiens de la Révolution. Il y a aussi des éliminations physiques, donc là aussi de hauts dignitaires du régime iranien, d'ingénieurs, de scientifiques de haut vol qui étaient donc associés au programme nucléaire ou balistique iranien. Donc il y a des dégâts matériels, des dégâts humains, même si tout cela au fond reste limité par la durée du raid, les 12 jours. Et puis il y a autre chose. On a compris avec ces raids que la défense iranienne était quand même, se laissait un peu enfoncer comme dans du beurre. C'est-à-dire que les Israéliens pouvaient attaquer à peu près comme ils voulaient, et ils avaient notamment des renseignements, les fameuses cellules dormantes du Mossad, donc des agents infiltrés ou des Iraniens coopératifs qui fournissaient des renseignements très très précis sur la localisation des dignitaires ou sur les sites sensibles à frapper. On fait un saut dans le temps, le 28 décembre 2025, des commerçants d'un quartier de Téhéran descendent dans la rue pour protester contre la hausse de la monnaie. C'est le début d'un mouvement de contestation sans précédent dans le pays contre le régime et contre le guide suprême, Ali Khamenei. Mais la répression du régime est particulièrement meurtrière. C'est sans doute une des plus grandes tueries de masse contre sa propre population qu'on ait vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors on en ignore le bilan parce que le guide suprême a ordonné, avant la boucherie, qu'on mette le pays sous huis clos numérique. C'était un blackout général, ce qui fait que les Iraniens avaient du mal à communiquer entre eux. Ça, c'était pour empêcher les manifestants de s'organiser. Mais aussi, on n'avait aucune nouvelle de l'extérieur de ce qui se passait. On ne l'a su que quelques jours après. Mais ils ont en gros tiré le rideau et ensuite tiré à balles réelles sur la population, à l'aveugle, souvent avec des armes de guerre. Donc sur le bilan, on sait que c'est au minimum plusieurs milliers de morts et sans doute plus de 30 000 d'après certaines organisations non gouvernementales. Voilà, on le saura un jour, mais on ne le saura peut-être avec précision qu'après la chute du régime des Mollahs, s'il survient un jour. Vincent Piala, le mardi 13 janvier, quelques jours après avoir ordonné la capture surprise du président vénézuélien Nicolás Maduro, Donald Trump écrit un post sur son réseau Truth Social dans lequel il s'adresse directement aux Iraniens réprimés par le régime. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Oui, c'est ça, il s'adresse directement au peuple iranien, c'est ce qui est notable dans son intervention. Il les encourage à prendre le contrôle des institutions, à contester le régime. Il affirme que l'aide est en route. C'est un message très politique, un peu mystérieux, mais presque insurrectionnel dans le ton, parce qu'il contourne le régime et il parle directement à la population. Quand il dit, je cite, que l'aide est en route, à ce moment-là, on s'imagine qu'il est prêt à envoyer l'armée américaine pour renverser le régime iranien ? À ce moment-là, il est encore dans un entre-deux. Il laisse entendre que sa préférence va à l'option diplomatique. Mais en tout cas, il commence à préparer le terrain à une intervention militaire. Il le prépare dans les mots, mais il le prépare aussi dans les actes, puisqu'il envoie toute une flotte à proximité de l'Iran. Et donc, il met toutes les cartes dans ses mains pour décider d'une intervention si c'est nécessaire. Mais finalement, Donald Trump ne déclenche pas d'opération militaire contre Téhéran à ce moment-là. Pourquoi ? La raison officielle, c'est qu'il veut donner une chance à cette voie diplomatique. Il veut continuer à discuter, à essayer de trouver un accord. Certains estiment qu'en réalité, il n'était pas encore prêt, les renseignements n'étaient pas suffisants pour s'en prendre à la tête du régime et les conditions n'étaient pas réunies. Mais voilà, l'intervention traîne un peu. Ça laisse un peu de temps à l'armée américaine pour se préparer. Charles de Saint-Sauveur, à partir de la mi-février, Washington renforce considérablement sa présence militaire dans le Golfe Persique. Expliquez-nous ça. Trump avait annoncé, quasiment promis aux manifestants iraniens qu'il envoyait la cavalerie. Ensuite, il ne s'est rien passé. Et puis, progressivement, effectivement, il a déployé ce qu'il a appelé lui-même une armada. Donc, le nom, encore une fois, claque, évidemment. C'est un nom d'histoire, l'invincible armada espagnole du XVIIe siècle. Là, elle est aujourd'hui américaine. Effectivement, c'est la plus grande puissance militaire maritime au monde. Il envoie un premier porte-avions, le Abraham Lincoln, avec toute sa suite, les destroyers, les frégates, un sous-marin,
sous-marins et évidemment des dizaines d'avions trempés dans les eaux aux alentours. Et puis, un mois plus tard, donc là on est vers la mi-février, il décide d'en envoyer un autre, le Gerald Ford, qui est le plus grand porte-avions du monde. Donc 2 porte-avions dans la même zone, effectivement, ce déploiement, ça arrive très rarement. Il entame aussi des sortes de discussions avec les Iraniens et on ne sait pas à ce moment-là si c'est pour frapper. On n'envoie pas de tels moyens militaires pour ne rien faire, ça coûte très très cher, ou si c'est pour négocier, pour menacer et contraindre les Iraniens à accepter un petit peu tout ce que les Américains leur demanderont sur le programme nucléaire ou le programme balistique. On en vient au samedi 28 février. Dans la matinée, Israël et les États-Unis lancent une opération militaire d'ampleur baptisée Fureur Epic, Epic Fury. Des centaines de missiles frappent l'ouest et le centre du pays, principalement des sites stratégiques de la défense iranienne. Une trentaine de bombes torpillent un ensemble immobilier dans la capitale, Téhéran, où se trouve la résidence du guide suprême, Ali Khamenei. Comment réagissent les autorités iraniennes dans l'immédiat ? Dans l'immédiat, il y a un grand silence en Iran. Tout le monde se demande si c'est pas parce que justement les frappes ont touché au but et que tous les dignitaires, les principaux dignitaires ont été tués. On a quand même dans le même temps un communiqué des autorités qui demande aux habitants de Téhéran de quitter la ville, mais de le faire dans le calme. Et parallèlement aussi des répliques très rapide de Téhéran, qui s'était donc visiblement préparé à cet assaut israélo-américain, avec effectivement des tirs sur Israël bien évidemment, mais aussi sur des bases américaines, et ils ont arrosé à peu près toute la région, toutes les monarchies pétrolières, Dubaï, les Émirats, etc. Vincent Pialat, où se trouve Donald Trump à ce moment-là, pendant ce raid aérien ? Il n'est pas à la Maison-Blanche, il n'est pas dans la Situation Room, la salle des opérations spéciales. Il se trouve à Mar-a-Lago, en Floride. Vous savez, Mar-a-Lago, c'est cette résidence ultra luxueuse qu'il a achetée il y a quelques décennies de ça. Il est là, il est accompagné du ministre de la Défense, Pete Hegseth. Le vice-président, lui, J.D. Vance, est à la Maison-Blanche. Et donc Donald Trump, c'est depuis la Floride, depuis sa résidence privée, qui communique notamment par vidéo pour coordonner toutes les opérations avec des généraux qui sont un peu partout à Washington, mais aussi sur le terrain au Moyen-Orient. Et la Maison-Blanche publie des photos de ce conseil restreint où l'on voit Donald Trump suivre les opérations à distance. À la mi-journée, le président américain prend la parole dans une allocution retransmise à la télévision. Il confirme les frappes sur l'Iran. Il y a peu de temps, l'armée des États-Unis a lancé d'importantes opérations de combat en Iran. Vincent Pialat, comment est-ce qu'il justifie à ce moment-là cette intervention américaine aux côtés des forces israéliennes ? Il avance plusieurs justifications, mais il y en a une principale qui est majeure et qui revient, c'est le fait de lutter contre le développement du programme nucléaire iranien. Il estime que c'est un enjeu de sécurité majeur pour son pays dans un court et moyen terme, parce que si l'Iran se dote d'une arme nucléaire, elle peut s'en prendre à des intérêts américains. Il évoque aussi la volonté de libérer le peuple d'un régime qui est oppressif. C'est une justification qui vient en deuxième, en fait. La justification principale, elle est vraiment autour de la volonté de s'en prendre au programme de développement nucléaire. Charles de Saint-Sauveur, pourquoi l'Iran décide de riposter en ne tirant pas seulement des missiles sur Israël, mais aussi sur les autres pays du Golfe ? Il y a probablement un double objectif, c'est à la fois de cibler des pays qui abritent des bases américaines ou qui ont des intérêts américains, qui sont en contact avec les Américains, voire des alliés des Américains. Les Émirats arabes unis, évidemment, font partie. L'autre but, c'est de créer une sorte de climat de chaos et de confusion destiné à faire craindre à ces pétromonarchies qu'elles ont beaucoup à perdre dans cette confrontation entre l'Iran et les Américains et Israël, et notamment, effectivement, le commerce pétrolier. Ils espèrent, de ce point de vue-là, inciter ces pays-là à demander aux Américains de relâcher la pression. La mort d'Ali Khamenei est confirmée à la télévision d'État iranienne dans la nuit du 1er mars. L'ayatollah Khamenei est mort en martyr. C'est un journaliste en larmes qui annonce la nouvelle.
Des cris de joie sont entendus dans la capitale, Téhéran, et des partisans du régime des mollahs descendent à leur tour dans la rue pour pleurer leur leader. Comment réagissent les dirigeants occidentaux, à commencer par les pays européens ? La réaction de la France se fait par la porte-parole du gouvernement français, Maud Bréjon, qui parle d'un dictateur sanguinaire qui a opprimé son peuple, avili les femmes, les jeunes, les minorités. En France, évidemment, on ne s'attriste pas de la mort d'un dictateur comme Khamenei, qui a non seulement tyrannisé son peuple, mais qui a aussi ordonné des actions à l'étranger, notamment en France, contre les intérêts français. Évidemment, côté des alliés de l'Iran, la Russie de Poutine parle d'un crime abominable. Évidemment, tous les groupes alliés de Téhéran pleurent le grand dirigeant. Mais voilà, d'une façon générale, il était de toute façon très âgé, 86 ans, tout le monde s'attendait à sa mort. Ce n'est pas non plus un choc absolu. Au-delà du guide suprême, ce sont quasiment tous les plus hauts dignitaires du régime qui ont été tués dans ces frappes. Ils étaient tous au même endroit, visiblement. Comment c'est possible ? En fait, c'est un travail qui a duré des mois, un travail conjoint du Mossad, qui est très actif en Iran, mais aussi de la CIA. Et apparemment, c'est de la CIA américaine qui est venu le fameux tuyau sur une réunion qui se déroulait le samedi matin dans un complexe qui a été identifié dans le quartier dit Pasteur de Téhéran et qui est à la fois le complexe présidentiel où il y avait le président, le Conseil national de la sécurité du pays et puis aussi les appartements du guide suprême, de l'ayatollah Khamenei. Fort de ces renseignements, ils ont décidé de frapper avec un déluge de feu, donc de plus de 30 missiles pour atomiser littéralement tout ce bunker. Une quarantaine de dignitaires iraniens ont été assassinés, et pas des moindres. Le guide suprême, son conseiller, le plus proche, le ministre de la Défense, le chef des gardiens de la Révolution. Voilà, une pléiade d'acteurs majeurs du régime des mollahs. Vincent Pialat, le lundi 2 mars, Donald Trump et le chef des états-majors des armées des États-Unis, Dan Kane, font un point sur les opérations en cours et ils affirment que cette guerre va durer un peu de temps. Oui, c'est ça. Au début, le conflit devait durer quelques jours, une semaine. Et puis rapidement, Donald Trump parle de 4 à 5 semaines. Là, encore plus récemment, il a évoqué qu'on pourrait même aller au-delà, qu'il n'était pas effrayé par une guerre longue. On ne sait pas bien si ça relève de la volonté de brouiller les cartes, de mettre un peu la pression sur le régime iranien ou ce qu'il en reste, ou si réellement Donald Trump se prépare à un conflit qui va durer dans le temps, tout en sachant que plus ça dure et plus Donald Trump aura de difficultés à le justifier auprès de sa population qui n'est pas très enthousiaste à l'idée de ce conflit. Oui, parce que l'intervention des forces américaines en Irak en 2003, après les attentats du 11 septembre 2001, reste dans toutes les mémoires. Cette opération avait provoqué la chute du régime de Saddam Hussein, mais l'armée américaine s'était embourbée dans une guerre sans fin. Oui, c'est ça. Les Américains ont d'ailleurs voté pour Donald Trump. C'était une de ses promesses de campagne sur sa volonté de ne pas déclencher de nouvelles guerres. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'instant, il n'a pas envoyé de troupes au sol. Parce qu'on sait que les troupes au sol, il y a des risques de pertes humaines qui sont beaucoup plus grandes que par des attaques aériennes. Et les sondages montrent que la population américaine est assez hostile en fait à cette idée de guerre. Je crois qu'on est dans à peu près un Américain sur 4 trouve que cette guerre est justifiée. Et c'est à peu près bien partagé entre républicains et démocrates. Donc il sait, Donald Trump, qu'il n'est pas en terrain conquis sur ce sujet-là. Et est-ce que Donald Trump compte s'impliquer dans le changement de régime en Iran ? Est-ce qu'il a un plan établi pour ça ? Alors il n'a pas vraiment de plan, mais en tout cas il s'est résolu à cette idée. Il a essayé de négocier, puis il l'a souvent dit, en fait, il s'est rendu compte que il n'aboutirait pas à quelque chose de satisfaisant avec ce régime-là. Et donc petit à petit, il s'est fait à l'idée que s'il voulait aboutir à un nouvel accord sur le nucléaire qui lui convienne, il fallait qu'il passe à un autre régime. Donc c'est un peu, en fait, pour lui, un mal nécessaire. Mais on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment de plan. Il n'a pas décidé ce qu'allait être la suite. Et d'ailleurs, il a dit lundi à un journaliste d'ABC News une phrase qui a un peu étonné. En fait, il dit qu'il avait pensé à 3 noms, mais que ces 3 personnes avaient été tuées dans les bombardements américains. Donc voilà, il fallait qu'il réfléchisse à d'autres noms pour prendre la suite. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il n'a pas vraiment de plan et que l'après n'a pas du tout été préparé. Charles de Saint-Sauveur, dans les heures qui suivent la mort du guide suprême, les autorités iraniennes annoncent très vite la mise en place d'un pouvoir par intérim.
Oui, un conseil intérimaire qui est composé du président iranien, Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire, mais aussi d'un religieux de haut rang, l'ayatollah Arafi, qui a été fraîchement désigné. C'est un triumvirat, on va dire provisoire, en attendant la nomination du nouveau guide suprême, avec un homme fort qui se dessine en ligne de mire, qui est le chef du Conseil suprême de sécurité nationale, qui s'appelle Ali Larijani. Voilà un nom qu'il faut retenir, s'il n'est pas éliminé d'ici là, évidemment, par les Israéliens ou les Américains. En tout cas, probablement une figure qui est amenée à jouer le premier rôle en Iran. En gros, le but du régime, là, c'est de montrer qu'il est certes touché, mais qu'il n'est pas ébranlé. Il avait tout prévu. Son guide suprême était âgé. Tout le monde savait qu'il était effectivement dans la cible de ses ennemis, qu'il était peut-être voué à disparaître. Et ils avaient organisé sa succession. Lui-même l'avait organisé. L'idée, c'est de montrer que tous les scénarios avaient été anticipés et que c'est pas du tout le chaos qui règne à Téhéran. Il y a une maîtrise de ce qui va se passer par la suite. Ça veut dire que la mort de l'ayatollah Khamenei, qui était l'homme fort de ce régime, ne suffit pas à renverser le régime ? Non, il ne suffit pas pour renverser le régime, parce que c'est un régime qui est naturellement résilient, c'est-à-dire qu'il s'est construit sur sa capacité à survivre dans un environnement hostile, avec des Américains, des Israéliens qui voudraient le chasser. C'est vrai que Khamenei, en concentrant tous les pouvoirs, donnait l'illusion d'une sorte d'autocrate qui, comme en Libye avec Kadhafi ou en Syrie avec Bachar al-Assad, dès qu'il tomberait, le régime s'effondrerait avec lui. C'est pas le cas en Iran. C'est un régime qui s'est stratifié, structuré autour du guide suprême, mais avec beaucoup d'entités qui ont une emprise sur tout le pays. Les gardiens de la Révolution, bien sûr, qui est un corps très très puissant. C'est un pays de 90 millions d'habitants. Il y a 200 000 gardiens de la Révolution, c'est quand même pas rien. Ils peuvent tenir le pays. Et en plus, leur but, c'est de montrer que quoi qu'il arrive, ils resteront à la tête de l'Iran, ne serait-ce que pour empêcher toute velléité de protestation qui voudrait les chasser du pouvoir. Ils sont détestés. Donc voilà, le régime, au fond, il est assez vissé pour fonctionner sans son guide suprême. Merci à Charles de Saint-Sauveur et Vincent Pialat. Pour suivre en temps réel cette actualité au Moyen-Orient, rendez-vous sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, Barbara Gouy et Clara Garni-Amouroux. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas Crime Story, chaque samedi, notre podcast consacré aux affaires criminelles. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau et Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.